L'appel à la radio, Monsieur l'abbé, ça a été déterminant, ça a été vraiment ce qui a mobilisé, ce qui a fait prendre conscience aux gens de la gravité de la situation. Oui. Il y a eu une succession d'événements créateurs d'émotions. La mort du bébé, la venue du ministre, l'insolence de la lettre, la venue du ministre, personne ne le croyait possible, n'est-ce pas? Tout ça a commencé déjà à beaucoup toucher les gens. Alors après, il y a eu la mort de la femme qu'on a ramassée voleur Sébastopol à quelques centaines de mètres du théâtre du Châtelet, où à ce moment-là, on jouait les ballets du marquis de Cuevas avec un luxe délirant, et tout le Paris le plus luxueux sortait du théâtre au moment où nos compagnons ramassaient cette femme moribonde. Et le temps de Alors, tous ces faits ont fait monter l'émotion. Et finalement, les compagnons avaient envoyé dormir chez un ami dans le domicile duquel on passait, parce qu'ils voyaient que je n'en pouvais plus, et ils sont venus le matin vers 11h du matin, en me disant, Père, il y en a marre, on ne peut pas continuer, travailler toute la journée, encore travailler la nuit, l'État, l'opinion, tout le monde s'en fout, et il faut faire autre chose. Où puisiez-vous, mon père, cette force, cette détermination qui vous a animé tout au long de ces années, et notamment au cours de cet hiver 54 terrible? Oui, on me pose cette question, je crois très véritablement que c'est dû au fait d'une énorme importance dans ma vie profonde des 7 ans que j'ai passés à 19 ans, cloîtré dans des conditions dont on n'a pas idée aujourd'hui, ça n'existe plus. Dans l'ordre des Capucins, la province de Lyon, le plus austère, on dormait tout habillé sur la planche et on était levé toutes les nuits de minuit à 2h du matin, la première heure psalmodie, la deuxième heure d'adoration dans l'obscurité sans posséder d'un livre et encore 3/4 d'heure d'adoration dans les mêmes conditions avant le souper. Si bien que j'ai vécu 7 ans comme cela et je suis certain que s'il n'y avait pas eu ce désert, car le niveau intellectuel était très très faible, je n'avais pas la satisfaction de faire des études, mais si je n'avais pas vécu ce désert au début de ma vie, alors que ce qui a suivi allait être complètement autre, 50 ans à rouler à travers le monde, je n'aurais jamais pu vivre ces 50 ans sans craquer. Certainement, j'ai craqué plusieurs fois de maladie, nerveusement, mais je suis maintenant que vraiment j'y vois là une espèce de sourire de Dieu que je peux, pas autant que je voudrais, mais enfin en grande partie, vivre de nouveau dans une atmosphère monastique chez des bénédictins près de Rouen. Je dis, c'est un sourire du bon Dieu. Il doit se dire dans sa barbe, il a voulu être moi, je l'ai envoyé rouler autour du monde, puis quand il y a pris goût, je le remets en boîte. Pour moi, je ne vois pas d'autre explication que celle-là. Mon père, le Christ s'est senti abandonné. Est-ce que vous avez eu quelquefois, vous, ce sentiment dans cette lutte difficile de vous sentir abandonné? Oui, mais disons, pas abandonné par défection, mais dans un état de fait où c'était plus, disons, seul qu'abandonné, même accompagné par des compagnons qui mettaient tout leur cœur, chacun à la mesure de sa personnalité. Bon, mais c'est ça qui a été tragique. C'était le sentiment d'être terriblement seul, au contact. C'est pas vrai, il y en avait bien d'autres que moi, mais chacun avait probablement le même sentiment, au contact des souffrances les plus poignantes, les plus désespérantes. Enfin, des ménages qui allaient craquer, et des ménages qu'on avait vus craquer, les gosses abandonnés, la femme sur le trottoir, etc. Alors, c'est ça qui était terrible, beaucoup plus que la défection, parce que j'ai jamais eu beaucoup d'illusions. Je dis Vous n'avez pas eu beaucoup d'illusions? Non. Vous me surprenez. C'est ce que j'appelle la désillusion enthousiaste. C'est le commentaire de la page de l'Évangile des disciples d'Emmaüs. Ils avaient cru dans l'illusion. Ils voyaient notre Seigneur le dimanche des Rameaux, c'était la descente des Champs-Élysées, le jour de la libération. Et puis ils voient tout effondré. C'est la désillusion. Mais quel est le préliminaire nécessaire pour que soit possible l'enthousiasme? L'enthousiasme qui est en-théos, l'âme qui devient un avec l'éternel. Mais ce n'est qu'au-delà de l'illusion et de la désillusion. Alors, oui, je n'ai pas tellement été déçu.
J'étais plus souvent déçu de moi que des autres. Le film, mon père, vous donnez votre caution, il est fidèle aux événements. Quand il a fallu, on m'a interrogé, j'ai dit, dès la première fois, il est beau et fidèle. C'est un beau compliment. Voilà. Tout en ajoutant, ne vous trompez pas, c'est pas un reportage. Bien sûr que non. Enfin, il a bien fallu évoquer en 1h30 ce qui avait duré des semaines. Alors, Lambert Wilson a eu le prix Jean Gabin pour ce film, et puis Hirsch. Robert Hirsch, le grand sociétaire de la comédie française, a eu le César. Bref, magnifique interprétation, c'est vrai. Dites-moi, mon père, les temps ont passé depuis l'hiver 54. Est-ce que la détresse, la solitude, la désespérance, alors que les niveaux de vie ont monté dans nos sociétés occidentales, s'est aggravé? Est-ce que les défavorisés sont plus nombreux? À plusieurs égards, oui, c'est aggravé. Vous me disiez, c'est une évidence, que le niveau de vie a augmenté par rapport au lendemain de la guerre. Qui aurait cru qu'un ouvrier aurait une voiture, que son fils aurait une moto, s'il a une situation normale? Bien, donc le niveau général. Par conséquent, le contraste, pour ceux qui sont marginalisés, est plus douloureux. Parce que l'écart entre ceux qui ont beaucoup plus et puis ceux qui n'ont pas l'indispensable, c'est plus douloureux. Et alors, l'autre aspect où c'est plus douloureux, c'est que dans les premières années où le film 54, ce qui est évoqué dans ce film, on sortait de la guerre, on débordait de projets. N'importe qui pouvait dire zut à son employeur, prendre sa paye, acheter un journal, aller au téléphone, un quart d'heure après, il était embauché. C'était le surplein emploi. On allait chercher les Portugais, les Arabes, pour les faire travailler. Il y avait donc l'espérance. Alors que dans la phase actuelle, il y a, il ne faut pas exagérer, la loi Besson qui vient d'être votée, qui en grande partie est inspirée par les différents organismes d'Emmaüs, le ministre est un ami intime, n'est-ce pas, est une espérance, mais elle n'entrera pas en application avant des mois et des mois. Et certainement que dans l'époque actuelle, il y a une espèce il n'y a pas l'espérance qu'il peut y avoir. Quand j'avais de la colère en 54, j'étais certain que des choses pouvaient changer. Vous êtes toujours en colère? Vous êtes toujours en colère? Je ne me connais pas de colère extériorisée beaucoup. Je ne crois pas, non. Par tempérament, je ne suis pas quelqu'un ayant des explosions de colère violentes. C'est des colères pas froides, mais oui. De même, par exemple, que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que je ne me souviens pas d'avoir jamais éclaté de rire. Alors je connais des amis pour qui ça fait partie de leur être, et je n'en ai pas le souvenir de jamais éclaté de rire. Mais c'est pareil pour la colère. Je ne crois pas avoir eu de... Je voudrais votre opinion sur les politiques actuels, les hommes politiques. Non pas pour vous embarquer dans une discussion politique. J'ai quand même un peu l'impression, mon père, et pardonnez-moi l'expression, vous êtes une star médiatique, vous passez dans les grandes émissions, vous êtes quelque part un petit peu la bonne conscience de cette société de consommation pour ces politiques. Qu'est-ce que vous en pensez des politiques? Ont-ils l'oreille attentive aux mots du quotidien pour toute une frange de population? Quel est votre avis, sincèrement? Il faut, avant tout, dès qu'on aborde ce sorte de problème, avant tout, faire une remarque très très générale. Quand on me dit, vous les connaissez bien, vous en avez été, c'est tous des fripouilles. J'ai pas dit ça. Non, mais souvent on interprète. Dès qu'on touche à cela, il y a la tendance... Bon, je réponds, chers amis, tant que les élus seront recrutés parmi les électeurs, la proportion de fripouilles ne sera pas la même des deux côtés. Bien, avec la différence que si c'est un homme qui est au pouvoir, ça se voit et ça fait des dégâts. Bien, plus grave. Je répète, j'ai répété dans le monde entier à des hommes d'État, même si vous êtes le plus honnête, le plus intelligent, le plus courageux du monde, il vous paraîtra toujours plus urgent de rénover les décors ou le rideau de l'opéra que de mettre de l'eau et des cabinets dans les taudis. C'est pas que vous n'avez pas de cœur, c'est que votre fonction vous fait périodiquement une obligation pour des réunions diplomatiques, etc., d'être à l'opéra. Et si vous voyez que c'est vieilli, vous faites une note au service compétent pour qu'on fasse le nécessaire. Alors que jamais votre fonction ne vous fait une obligation
d'aller là où les mamans pleurent parce qu'il n'y a pas de cabinet, parce qu'il n'y a pas de courante. Et c'est arrivé une fois, alors que j'ai dit cela, sûrement plusieurs centaines de fois. Une fois, il n'y a pas très longtemps, je ne dirais ni dans quel pays ni de qui, le lendemain de cet entretien, le directeur de cabinet d'un Premier ministre me téléphone et me dit, le ministre revenant au travail ce matin, me dit, appelez tout de suite cet abbé avec qui j'ai parlé hier, demandez-lui qu'il me dise où je pourrais incognito aller là où ça me ferait mal. Et je pense que ce jour-là, j'avais pas perdu mon temps. Car ce n'est pas le cœur qui manque, mais on ne voit pas où est l'urgence. Le cinéma, mon père, parce que vous ne pensez pas, quand il est employé, comme il l'est pour Hiver 54, est une formidable caisse de résonance pour attirer l'attention des gens et qu'il a un rôle d'information. Bien sûr, c'est évident. Vous savez, j'ai bien souvent rappelé cela. 2 ans après la guerre, j'ai eu le privilège d'être en conversation avec Albert Einstein. Bien, à Princeton. J'étais président du mouvement fédéraliste mondial, je venais de clôturer un congrès à Minneapolis, un ami m'a dit, aimeriez-vous rencontrer mon ami? Bien sûr. Et quand je lui ai parlé, comme aurait fait n'importe qui à cette époque, je l'ai interrogé sur ce qu'il fallait prévoir de bouleversement dans les réalités humaines du fait de cette énergie. Alors, il m'a répondu, mais très vite, il m'a dit, mon père, aussi énorme que soient les conséquences de cette désintégration de la matière, il y a 2 autres explosions qui vont avoir beaucoup plus de conséquences dans un proche avenir. C'est deuxièmement l'explosion biologique, le progrès de la médecine et de la pharmacie se diffusant dans le monde, là où il y avait 15 enfants, parce qu'il en mourait 12 sur 15, et il fallait bien pour assurer les vieux jours. Bon, la natalité ne diminue pas aussi vite que diminue la mortalité. Par conséquent, des peuples entiers, en 1 ou 2 générations, explosent. Et puis troisièmement, ça rejoint votre question, il me dit il y a une 3e explosion qui va être la plus énorme de conséquences, c'est l'explosion psychique. Ceux qui souffraient vont commencer à souffrir de souffrir. Parce qu'ils verront qu'il y a tous les moyens de pouvoir les sortir de leur détresse. Et c'est une évidence que la télévision, le cinéma sont des moyens énormes, soit de banalisation vulgaire et annihilant l'énergie humaine, ou au contraire les mobilisant. D'ailleurs, il m'avait dit, ça sera un péril énorme, parce que ça permettra à quelqu'un se saisissant du pouvoir, par une fausse nouvelle comme le dépêche Dems dans l'histoire européenne, de faire se lever 1 milliard d'hommes contre un autre milliard. Mon père, à l'heure où on assiste à une recrudescence du racisme, des événements en France, renaissance de l'antisémitisme dans les pays de l'Est, vous aviez déclaré chez ma consoeur Anne Sinclair, parlant de la tolérance et s'adressant aux téléspectateurs, vous aviez dit, il faudra bien vous habituer, vous pouvez faire toutes les lois, fermer les frontières, les pays pauvres vous envahiront parce que là se trouve la richesse. Soyons très très précis. Pendant la guerre, la population totale de Maroc, Algérie, Tunisie était la moitié de la population de la France. Dans 25 ans, ces 3 pays auront une population représentant le triple de la population de la France. Mais mon père, c'est pas vous qui allez prêcher la contraception. Non, mais je dis, la seule contraception naturelle, c'est la sortie de la misère. Comme on l'a toujours dit, le lit de la misère est fécond. Il y a une espèce d'affirmation de vie qui se fait chez ceux qui sont humiliés et qui se fait dans la reproduction. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas pensable. C'est de la folie de croire que sur un espace aussi petit que la Méditerranée, l'Europe fertile va être sous-peuplée avec interdiction de cultiver, pénalisation pour le paysan qui fait trop de lait, trop de beurre, trop de viande, trop de blé. Et de l'autre côté de la mer, à petite distance, il y aura une population sur des terres arides qui sera surpeuplée. Est-ce qu'on peut imaginer biologiquement, indépendamment de considérations politiques, que ça restera longtemps comme ça? C'est pas vrai. Quand les barbares ont fait sauter l'Empire romain, en 5 ans, ils avaient passé des limesses de l'Empire au sac de Rome. Et avec les moyens d'aujourd'hui, qui ne considéraient d'ailleurs que le chantage
avec la menace de bombe atomique qu'on aura mis dans un placard d'une gare, en avertissant le chef d'État que si vous ne faites pas ce que nous demandons, votre capitale saute. Et il suffira qu'ils disent, allez vérifier que c'est pas de la blague. Dans tel autre placard d'une autre gare, il y a le même modèle. Vous verrez que c'est vrai. Vous êtes en train de me décrire l'apocalypse, mon père. Nous avons le devoir de regarder les réalités comme elles sont, et comme parce qu'elles sont, elles peuvent être demain. Si nous n'acceptons pas de regarder les réels problèmes en face et de chercher des solutions diplomatiques véritablement réalistes, compte tenu de l'humain. Quand M. Le Pen en France dit la France aux Français, j'ai dit bravo, vous étiez trop jeune, vous, pour avoir risqué votre vie pour que la France soit aux Français, mais vous l'avez risqué, hélas, pour que l'Algérie soit aux Français. Mais, et ça explique beaucoup des travers d'un homme comme lui. Il est la génération de ceux dont la vie a été entièrement faussée par l'héroïsme qu'on leur a demandé pour une guerre vaine et une guerre perdue. Bien, mais quand il dit la France aux Français, je lui dis, je crie la France aux Français, mais je crie en même temps la terre aux humains. Mon père, quand vous vous retrouvez seul dans votre cellule, au couvent, loin des agitations du monde, loin de ses misères, de ses problèmes et de ses drames, comment vous retrouvez-vous avec vous-même? Vous posez une question qui est très bonne. Un jour, Poivre d'Arvor, avant une émission, me dit être admiré comme vous l'êtes, etc. Ça devrait être difficile. Et je n'avais pas réfléchi. Mais il m'a d'ailleurs ensuite pris au piège en me faisant répéter devant la caméra. Et là, nous étions dans le couloir. Et je lui dis, mon ami, il faut que vous compreniez, c'est terriblement humiliant. Parce que cette admiration montre ce que tous les braves gens ont besoin d'avoir comme modèle. Alors, quelqu'un qui a été l'auteur, l'instrument de quelque chose qui est bien, les gens dans leur gentillesse lui imputent, lui attribuent la perfection qu'il peut avoir dans telle ou telle action. Bon, alors que quand on se connaît soi-même, on connaît ses péchés, on connaît ses défauts, etc. Et ça fait prendre compte de manière très très aiguë de la distance qu'il y a entre ce qu'on devrait être. Un jour, une responsable d'une de nos communautés, quand je disais cela, m'a dit, mon père, c'est tout simple, vous n'avez qu'à devenir ce qu'il pense que vous êtes. Et je lui ai dit, c'est la grâce que je vous souhaite.